l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel agenda. Au sommaire cette semaine, je vous propose de découvrir Cyril Bruno, le tout nouveau lauréat du prix des métiers d'art en bijouterie. Nous découvrirons également l'exposition 5 siècles de chasse à la Chaboterie et nous terminerons cet agenda par mon coup de cœur. Je vous présenterai la Caldaran, un ensemble vocal qui va fêter ses 20 ans, originaire de Pouzauges. Mais je vous propose tout de suite de débuter cette semaine par le premier reportage. C'est une exposition à Saint-Hilaire-d'Oriez, Flamenco, le cri d'un peuple. De casa del herrero, prima mía, cuchara de palo. Ay, que dejo mi padre, que guaitano. 60 photos de chanteurs, musiciens et danseuses réalisées lors de leur passage sur les 20 éditions d'un des plus gros festivals de flamenco en France, celui de Mont-de-Marsan. Des images pour la plupart signées de Sébastien Zambon et Jean-Marie Tiranage, deux photographes salariés du Conseil général des Landes qui suivent le festival depuis ses débuts. Être flamenco, c'est aller au bout de la voix, du geste et de la musique. C'est ainsi que le chanteur Nilda Fernandez, proche de ce genre musical et attaché à Saint-Hilaire-d'Oriez, a motivé la médiathèque de la commune de réaliser toute une programmation autour du flamenco, concerts, films, conférences et expo photos. Mais demandons plutôt à Pierre Marot, le responsable du secteur musique de la médiathèque, quelles sont les photos qui le touchent le plus. Les mains de Camarón, parce que Camarón de la Isla, c'est la légende du chant, du cante flamenco. Faut préciser que le flamenco, c'est pas la guitare des Gypsy Kings, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la rumba flamenca festive, camarguaise, c'est pas du flamenco. Et que Camarón est la grande légende du cante flamenco, c'est Camarón de la Isla. Donc la seule photo qu'on ait de lui, c'est celle de ses mains jointes avec ses bijoux, son tatouage, voilà. Et c'est très parlant. En tout cas, la photo de ses mains jointes, c'est très parlant de ce qu'est l'art flamenco en général. Et juste à côté, on a une photo de Sara Barras, une chanteuse. Voilà, dans toute cette puissance qui est dégagée par la danse flamenca en général. Saint-Hilaire-d'Oriez vit à travers la programmation automnale de sa médiathèque, une vraie plongée à travers le cri d'un peuple, modelé par la joie et la souffrance, et qui a su toujours garder beaucoup d'allure. Une exposition à découvrir à la médiathèque de Saint-Hilaire-d'Oriez jusqu'au 21 novembre. À noter également un récital de guitare flamenca qui sera donné le 7 novembre. Renseignement à la médiathèque de Saint-Hilaire-d'Oriez. Et nous, on se retrouve dans quelques instants à l'école de bijouterie des Établières de Pouzauges. On se retrouve maintenant avec Cyril Bruno. Bonjour, merci de nous recevoir ici dans ce centre de formation des Établières à Pouzauges. Ma première question est plus une affirmation. Je vous félicite, vous venez de recevoir un prix au niveau départemental pour un bijou que vous avez présenté. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? C'est une bague sur le thème. Donc le thème était la création contemporaine. C'est une bague en argent et en or, avec pour pierre centrale une citrine de 32 carats. Qui représente un feu de joie, son nom, fallo en italien, feu de joie, donc entre les flammes de l'or et de la citrine. Alors c'est la Société d'encouragement des métiers d'art qui met en place ce concours. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir une telle récompense ? Est-ce qu'il y a une notoriété qui se fait grâce à... C'est surtout la reconnaissance au niveau du travail. La bijouterie reste quelque chose de particulier, c'est un élément à porter, difficilement une sculpture. Malheureusement, sa place dans la création contemporaine n'est pas forcément bien perçue. Donc là, le fait d'avoir reçu ce prix, oui, montre
qu'il est possible en bijouterie de faire de l'art contemporain. Des choses belles en tout cas. Voilà. Vous êtes artisan, métier d'art. Comment on arrive à être artisan? J'imagine qu'on n'arrive pas tout à fait par hasard. C'est une histoire de passion, une histoire de peut-être d'enfance, de... Non, moi j'étais dans la sculpture sur bois, donc des gros volumes. Je me suis intéressé à la gémologie. Et de la gémologie, je suis passé sur le CAP art du bijou et du joyau. La gémologie, pour les gens qui... Alors l'étude des gemmes, des pierres précieuses et pierres fines. Donc, et par la suite, la bijouterie, le CAP art du bijou et du joyau et la joaillerie. Et donc vous avez monté votre société depuis, qui est basée pas très loin de Pouzeau, je crois, à Chambretot, c'est ça? Ah oui, je suis co-gérant de la société Anello Caviglia, située à Chambretot, avec Emmanuel Garot, où nous fabriquons. C'est un atelier de fabrication de bijoux. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un atelier de création et de fabrication. Bien sûr, vous avez donc ce métier d'art, c'est une reconnaissance, mais est-ce que concrètement, vous réussissez à en vivre de ce métier? On débute, donc on verra dans quelques temps, mais oui, le temps de faire sa place. Donc montrer, c'est quand même... On va peut-être Non, c'est oui, on peut en vivre. Pour l'instant, c'est le début de la société, donc il est plutôt. La société se lance, on va dire, le temps de faire sa place parmi les bijoutiers et parmi la distribution de bijoux, on peut dire. Mm-hmm. Voilà. Et puis j'imagine qu'un prix comme celui-ci va vous permettre de vous faire reconnaître. Je pense, oui, un peu plus large grâce à vous aussi. Je pense que c'est un bon support publicitaire, et puis le CEMA est là également pour ça, c'est de mettre en avant les artisans, donc les savoir-faire. Donc oui, je pense que ça va être un bon tremplin. Donc vous avez parlé de savoir-faire, on va voir ça dans quelques instants avec une des élèves ici dans ce centre de formation des établières à Pouzauges. Mais avant, je vous propose de découvrir une exposition sur la chasse qui a débuté à la Chaboterie. C'est visible jusqu'au 17 janvier, c'est un sujet de Grégoire de Châtillon. Tradition populaire et culture à part entière, la chasse est bien vivante et se perpétue depuis des siècles dans notre département. L'exposition 5 siècles de chasse en Vendée est exceptionnelle puisque c'est la première fois en France qu'une telle concentration d'œuvres en lien avec la chasse est réunie à une échelle départementale. Certaines pièces viennent du musée de la chasse de Paris et du musée d'Aubray à Nantes. L'exposition s'articule autour des différents types de chasse pratiquées en Vendée, vénerie, chasse à tir, fauconnerie, et à travers les personnalités qui se sont illustrées dans ces disciplines. Alors il y a la chasse à tir, représentée par des chasseurs aujourd'hui très connus comme Gilles Douillard ou Laurent Pinault, spécialistes de la chasse à l'étourneau. Mais il y a aussi la chasse à courre et la chasse au vol avec Jean-Loup Liégeois, le Puy du Fou, etc. Et cette exposition est magnifique, elle a été remarquablement préparée par Christophe Vital, parce qu'elle réunit, elle rassemble des trésors qui ont été prêtés par toutes les familles vendéennes. Effectivement, une vingtaine de familles ont bien voulu prêter quelques-uns de leurs précieux objets, dont certains sont dévoilés pour la première fois au public. La France est le premier pays d'Europe en termes de permis de chasse délivrés chaque année, et la Vendée, qui compte 17 600 chasseurs, dont 3 200 jeunes de moins de 25 ans, est plutôt fière, à travers sa fédération, qu'une telle exposition soit présentée au grand public. C'est pour nous la reconnaissance justement de ce côté culturel, patrimonial de la chasse, et aussi ça donne une image de la place qu'occupe la chasse dans la société vendéenne et dans la société française. Des mythes fondateurs de la chasse, en passant par la découverte et l'observation des animaux, jusqu'à la réglementation que doit suivre tout bon chasseur, cette exposition à la Chaboterie 5 siècles de chasse en Vendée est à ne pas manquer. Elle est accessible pour toute la famille. Alors nous sommes maintenant avec une de vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette école de bijouterie à Pouzauges? Donc tout passe par les connaissances des métaux, du matériel. Donc on va passer sur de la découpe, sur du montage, la brasure. C'est vraiment la fabrication, la création de la fabrication
avec aussi je dirais une aptitude à la réparation du bijou, qui sera un des modules de la formation. La connaissance des pierres, les premières connaissances des pierres. Pour les deuxièmes années, une option sur le sertissage, le polissage ou la joaillerie, qui peut destiner l'élève à une formation complémentaire. Et donc, les élèves qui arrivent en formation chez vous, au départ, ils vont refaire des pièces qui existent déjà ou tout de suite ils se lancent dans la création? Donc, la formation amène d'abord à des exercices pour apprendre l'élaboration d'un bijou, de la découpe au montage. Il existe quand même une part de création où l'élève doit réaliser par le dessin, l'étude graphique, l'étude technique et la fabrication du bijou, une création personnelle. En connaissance bien sûr des différents modules ou des différentes techniques apprises pendant les cours. Donc concrètement, un bijoutier a besoin de plein d'outils. Donc on en a ici, on est sur un des établis. Vous pouvez nous décrire les outils que vous avez besoin pour créer au quotidien? Donc voici l'établi, la base, avec le chalumeau, une lampe pour travailler au clair. Là, on est ici, on a ce qu'on va voir, c'est la cheville, c'est la troisième main du bijoutier. En fait, en fonction de l'utilité par rapport à la découpe d'un tube, d'une plaque ou du perçage, donc elle est unique à chaque bijoutier, on va dire. Ensuite, pour la découpe, le boc-fil, qui est une scie à chantourner avec des scies de différentes dimensions. La lime, bien sûr, pour ébavurer. Différentes petites limes, limes aiguilles. Une cisaille à paillon. Le paillon est un élément de brasure qui nous permet de fixer les différentes pièces d'un bijou. L'échoppe qui, elle, est dédiée au sertissage. La pince à feu, pour éviter de se brûler les doigts lorsque l'on chauffe une pièce. Et bien sûr, tout un tas de matériel, en fait, du triboulet pour la mise en forme des bagues, avec son maillet, des pinces, des outils à main pour nous permettre de sertir, de percer, de poncer. Et bien sûr, le chalumeau, qui est destiné à la chauffe de la pièce. Et qui a un fonctionnement assez spécial, je crois. Oui, il existe dessous un ballon. Le bijoutier pompe à l'aide du pied sur un crapaud. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans le métier ou dans la réalisation d'une des pièces? C'est plutôt, j'aurais répondu l'équilibre de la pièce. Maintenant, je ne sais pas si c'est... Alors, l'équilibre de la pièce, c'est-à-dire? L'équilibre de la pièce, donc elle doit être... c'est un coup d'œil, en fait, pour qu'elle soit agréable à porter, à voir et à porter. Mais c'est vrai qu'on va passer par des étapes de découpe qui doivent être précises, de brasure, donc pour faire tenir les éléments. Donc la soudure, si on veut, de l'élément pour qu'elle tienne au choc, qu'elle résiste au choc et dans le temps. Bien sûr, la mise en pierre, le sertissage pour tenir les pierres là où les pierres. Le polissage qui est particulier puisqu'on doit rendre une pièce propre, belle, très belle. Donc plus polie et jolie, plus la pièce s'en trouve présentable. Et voilà. Et pour une pièce de qualité, il faut compter combien d'heures à peu près de travail? Ça dépend. C'est toujours là. On peut faire des pièces de qualité en 20 heures, comme en 300-400, plus de 400 heures. Oui. Et une pièce réalisée par un artisan métier d'art, aujourd'hui, ça a quel coût? J'imagine que c'est important. Oui, de toute façon, il faut savoir que elle est unique. Toute pièce qui est réalisée est unique. Nous, oui, dans notre cas, oui. On essaye de faire de la pièce unique directement avec le particulier. Le coût, oui, il y en a un, forcément, puisque c'est quand même prenons le temps. Chaque étape est faite dans l'art du métier, on va dire. Et c'est pas industriel, donc il y a vraiment un coût. Oui, il y a un coût de travail, il y a une main qui se fait aussi, sans compter les matières. C'est un temps passé. De toute façon, il faut reconnaître que dans chaque artisanat, il
le temps se justifie, le coût se justifie par rapport au temps. Quelle est la valeur peut-être la plus importante que vous souhaitez faire passer à vos élèves au-delà de la technicité de votre métier? La passion du métier, oui. Je crois que pour rentrer en bijouterie, je pense qu'ils doivent l'avoir avant. Aimer le dessin, aimer le bijou, les pierres, créer. Je pense que c'est la passion, elle est là avant de... On peut peut-être découvrir le métier comme ça à une cheville, mais je pense que la passion, elle est là avant. Oui. À nous de la transmettre, bien sûr, de faire perdurer cette passion, mais je pense qu'elle est déjà là. C'est plus ça. On va voir si elle est transmise avec votre élève. Et donc la transition de la passion est toute trouvée. Cette passion, en tout cas, je pense que vous l'avez. C'est une reconversion. Vous vous êtes dirigé vers la bijouterie. Vous exerciez un métier totalement différent avant. Qu'est-ce qui vous a amené tout simplement vers la bijouterie? Oui, donc j'ai été modéliste dans l'habillement pendant 30 ans et j'ai décidé de donner un tournant à ma carrière parce que au niveau du textile, le textile traverse une crise importante en ce moment et donc je suis toujours intéressée par la créativité, l'artisanat et tout le travail manuel. Et je trouvais que la bijouterie était très proche du métier que j'exerçais auparavant. Et depuis que j'ai intégré l'école, j'ai pu constater qu'effectivement, je ne m'étais pas trompée. Je trouve des liens très souvent entre le métier que je faisais et la bijouterie. Qu'est-ce qui, pour vous, est aujourd'hui peut-être le plus compliqué dans le métier que vous apprenez? La difficulté, c'est surtout de travailler le métal, qui est quand même pas un matériau comme le tissu que je travaillais précédemment. Mais ceci dit, avec les méthodes qu'on nous enseigne, je pense que normalement, ça devrait bien se passer à l'avenir. Ma dernière question est peut-être une question un peu compliquée, mais en tout cas, je voudrais avoir votre définition du qu'est-ce qu'aujourd'hui un métier d'art. C'est en fait créer quelque chose, tout simplement, quelque chose de beau, tant que faire se peut. Merci en tout cas, je vous souhaite une grande réussite dans vos études et au moins la même réussite que Monsieur Bruno. Peut-être qu'on se retrouvera, vous aurez peut-être également ce prix qu'a reçu Monsieur Bruno dans quelques années et peut-être que nous aurons l'occasion de découvrir votre atelier prochainement. Et nous retrouvons maintenant pour découvrir le coup de cœur de cette semaine. J'ai rencontré la Caldarane, c'est un ensemble vocal de Pouzauges qui va fêter ses 20 ans tout prochainement. Je vous propose de découvrir ce chœur pas tout à fait comme les autres. Prenez 70 chanteurs et chanteuses, un chef d'orchestre, mélangez le tout avec de la musique sacrée et slave sans oublier une dose de passion et vous obtenez la Caldarane, un chœur généreux enraciné dans le pays de Pouzauges. L'ensemble vocal s'appelle la Caldarane. Le nom vient du musicien Antonio Caldara, un musicien italien. Et il vient de ce musicien parce que c'est un des premiers morceaux que nous avons interprétés, c'est le canon de Caldara. L'ensemble vocal, ça s'appelle aussi une chorale. C'est un ensemble de personnes qui aiment chanter, donc qui sont réparties en 4 pupitres principalement, donc basse, ténor, alti, soprane, 2 voix d'hommes, 2 voix de femmes. J'ai une préférence pour ce qui est musique classique, musique religieuse ou belles chansons. Mais la chanson française, il faut faire un grand tri. Et puis, les harmonisations sont pas toujours géniales. Quand elles sont réharmonisées, ça change un petit peu de ce qu'on entend par l'auteur, donc on s'y retrouve moins bien. Mais moi, j'ai plus cette petite fibre-là. La Caldarane, c'est le choix de l'exigence et de la perfection dans l'interprétation. Et pour ce faire, pas de solution miracle, sauf le travail et encore le travail. Je sens Victor à 490 et vous faire ralentir. Disons que on répète pas tous les jours chez soi, non.
Mais disons que, quand même, de temps en temps, il faut s'exercer un petit peu chez soi, à la maison. Ils ont à leur disposition ce qu'on appelle des CD d'apprentissage. Grâce aux techniques d'informatique, on peut maintenant écrire la musique. Et ils ont finalement toutes les pièces qu'on chante, ils les ont par devers eux. Et ils peuvent écouter, puis ce qui leur permet d'apprendre aussi, en plus de la répétition. Il y a une ambiance Calderan, c'est sûr. Tous les mardis soirs, les gens se rassemblent pour chanter, pour apprendre à chanter. Enfin, moi, personnellement, oui, ça me plaît beaucoup, parce que on se retrouve ensemble et il y a une amitié quand même entre nous aussi, même si on a des vies différentes. C'est un groupe sympathique. Et puis le plaisir de travailler le chant, travailler sa voix, travailler la respiration. Bref, un amour du chant, partagé par ces amateurs éclairés qui répètent assidûment le Gloria Vivaldi et bien d'autres morceaux pour leur prochain concert. L'occasion de connaître la bonne alchimie d'une chorale mature qui va célébrer ses 20 ans. Une bonne chorale ? Bonne question. C'est une chorale qui prend plaisir à chanter, qui, grâce à ce qu'elle chante, arrive à comprendre l'œuvre qu'elle chante, l'émotion qu'il y a derrière cette œuvre et qui arrive à la transmettre au public. La Calderan que vous pourrez découvrir en concert pour ses 20 ans le 14 novembre à l'église de Saint-Jacques à Pouzauges. Et je vous propose également de découvrir d'autres sorties, les sorties de cette semaine. Tout un mois autour du flamenco à Saint-Hilaire-d'Orier. Conférences, expositions, concerts comme ce samedi autour du récital guitare de Raphaël Feiz. Connu surtout pour ses interprétations à la Django Reinhardt, le guitariste se lance ici dans une interprétation de flamenco qui s'annonce assez originale. Sélection de 6 films projetés lors du dernier festival de Cannes, Looking for Eric, Hotel Woodstock, Adieu Guéri, Fish Tank, Le temps qu'il reste, Cendre et sang, Le conte de la mère Poule et l'intervention de Sénécal. Programme à l'office de tourisme Mairie Bibliothèque Michel Rimbaud. Mon alter Hugo est le titre du spectacle théâtral et musical imaginé par Gérard Berliner. L'interprète de Louise, tube mémorable dans les années 80, a une véritable passion pour Victor Hugo. Vous connaissez l'œuvre, voici l'homme, on regarde un extrait. Un jour, il avait déjà pratiquement 80 ans. Hein. Son petit-fils lui a demandé gentiment « Pépé, qu'est-ce que tu veux pour Noël ?»« La bonne, a-t-il répondu. « Aimer, c'est plus que vivre. Je veux les peuples grands. Je veux les hommes libres. Et la paix régnera sur l'Europe entière. La paix universelle, c'est tout cela que nous avons voulu. » Chanson variété française, le comité des fêtes de la Bardemont propose une soirée conviviale avec Mérim qui interprète le répertoire de Dalida. L'association Sur les pas de Richelieu vous invite au théâtre pour le Pacte des Fous présenté par la compagnie Le Mystère Bouffe, un spectacle dans la plus pure tradition de la commedia dell'arte du XVIIe siècle. Une comédie drôle et burlesque librement inspirée du Marchand de Venise de William Shakespeare. 7 et 8 novembre, Jean-Michel Delaverne expose ses pastels à la galerie du Sénéchal au Luxe-sur-Boulogne.
Il sera accompagné le week-end du 24 et 25 octobre et 31 octobre et 1er novembre par Patrice Robin, peintre, et le 7 et 8 novembre par Marilyn Bito, aquarelliste. Horaire 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30, l'entrée est gratuite. C'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. C'est déjà la fin de cet agenda culturel que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. La semaine prochaine, vous retrouverez Aïda en pleine forme. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bonne semaine. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris met un parapluie. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.